Deuxième vidéo règle sur 3 sur Pax Renaissance. Oui, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Je vais vous faire la grâce de vous résumer l'épisode précédent. Votre serviteur, moi, se lance un défi, faire une série de vidéos sur Pax Renaissance deuxième édition, chef-d'œuvre de la famille Eklund, publié par Ion Games et localisé par 500 nuances de geek. Dans la première vidéo, j'ai partagé des pépites de savoir déjà totalement indispensables à vos vies. La première, Porfirio Diaz, était un dictateur mexicain qui assurait 30 ans de paix. Comme quoi la dictature, ça a du bon, et je pense que c'est précisément ce qu'il nous faudrait en France. Et pour assumer le rôle, je dis ça comme ça, mais j'ai déjà la bonne taille. Deuxième chose, Jonathan est grand, même très grand, et il pourrait même être très bon en basket s'il s'y mettait. Enfin, je veux dire vraiment. Troisième point, la statue de David a été sculptée entre 1501 et 1504 par Michel-Ange. Eh oui. Et Christophe Colomb a été accueilli aux Amériques plutôt chaleureusement. Et enfin, anecdotique, nous avons vu la mise en place de Pax Renaissance et le flow du jeu. Je le rappelle, à son tour, le joueur actif peut effectuer une ou deux actions parmi cette liste. Acheter une carte, déclarer la victoire, jouer une carte de sa main, organiser une foire commerciale à l'est ou à l'ouest, vendre une carte, déclencher les opérations des tableaux de l'est ou de l'ouest. Je vais détailler ces actions une par une, non seulement les actions elles-mêmes, mais leurs implications. Je vais donc dépasser le cadre d'une simple vidéo règle car mon but est de vous illustrer la richesse du jeu. On peut mettre plusieurs parties à comprendre les implications des actions et c'est justement ce que je veux vous économiser, en particulier si vous jouez contre moi. Je ne vais pas présenter les actions dans l'ordre du livret de règles. 1. Je fais ce que je veux. 2. En fait, il n'y a pas de 2. Petit errata de la première vidéo, d'une erreur qui m'a été signalée par PowerWith, j'espère que je prononce correctement, donc en commentaire, et que je remercie. Il n'y a pas 84 cartes du marché de l'Est et de l'Ouest, mais 94 à l'Ouest et 74 à l'Est. Cela comprend les deux comètes dans chaque tas. Cela génère une asymétrie supplémentaire, il y a plus de cartes à l'Ouest. Ensuite, je donne la réponse du quiz de la première vidéo. Pourquoi faut-il éplucher des patates avec le Willy Waller 2006 ? Parce qu'avec le Willy Waller 2006, éplucher des patates n'a jamais été aussi facile. Voilà, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les 3 premières actions. Acheter une carte, déclarer la victoire et jouer une carte. Ce sera déjà roboratif, pour ne pas dire copieux. Pax Renaissance étant avant tout un jeu de cartes, il faut jouer des cartes, et pour les avoir en main, il faut les acheter. Rien n'est gratuit dans ce jeu, c'est comme le grand jeu de la vie. Il y a 3 types de cartes, les comètes et les cartes de marché qu'on va appeler cartes normales. Alors là, ça fait 2, mais parmi ces cartes, donc les cartes de marché, il y a un cas particulier, les reines. Les comètes sont reconnaissables entre toutes, c'est une illustration, et signe qui ne trompe pas, il y a marqué comète dessus. Les cartes normales sont reconnaissables au fait qu'il y a une localisation en haut, indiquant soit un pays, soit plus généralement l'Est ou l'Ouest. Je reviendrai bientôt sur l'utilisation des localisations d'une carte. Les reines sont reconnaissables au fait qu'elles représentent une reine, et qu'il y a inscrit dans le cartouche en bas couronnement, et qu'il n'y a pas de localisation précise en haut de la carte, ni à gauche ni à droite en fonction du fait que c'est une carte de l'Est ou de l'Ouest. À la place, il y a une liste de candidats à marier. Quand j'achète une carte normale ou une reine, c'est-à-dire tout sauf une comète, 1. Je vérifie ma limite de carte en main, 2. Je la paye en florins, 3. Je la prends dans mes petites mains. Alors, je vais détailler ces étapes. La limite de cartes en main est fixée à 2, et je ne peux pas acheter de cartes si ma limite est atteinte. Il n'est pas permis d'avoir temporairement 3 cartes en main, en achetant une, puis à en défausser une à la fin de son tour. Alors, certaines cartes permettent d'abolir cette limite de main. Si une telle carte est présente dans votre tableau, évidemment, cette contrainte ne s'applique pas. J'insiste sur un point, il faut que la carte soit présente dans votre tableau. Un pouvoir de carte, quel qu'il soit, n'est actif que si la carte est jouée, c'est-à-dire posée, et reste inactif tant que la carte est dans votre main. Revenons à l'achat de carte. Je dois payer 1 florin par carte sur le marché, situé à gauche de celle que j'ai choisie. Je place le florin sur chaque carte. En gros, je les valorise. La première carte face cachée des 2 rivières symbolise l'organisation d'une foire commerciale, action que l'on verra à la vidéo 58. Cette carte n'est pas achetable. Le corollaire immédiat, la première carte que l'on peut acheter coûte 1 florin, la deuxième 2 florins, etc.
Il n'y a pas de carte gratuite. Il n'y a rien de gratuit. C'est comme le grand jeu de la vie. Exemple, prenons la rivière de l'Ouest qui est à l'écran. Alors oui, si vous écoutez sans regarder, c'est pas la peine. Si je veux acheter la carte Union de Calmar en 3e position, je dois avoir minimum 2 florins. Je place une pièce sur la première carte face cachée et une pièce sur la carte Chevalier Hospitalier. Et je prends la carte dans ma main en laissant un trou. Si la carte que j'achète est valorisée par des florins, je les récupère après l'avoir achetée. Non Jean-Charles, je ne peux pas me servir de l'argent récupéré sur la carte pour la payer. Reprenons l'exemple et supposons que les chevaliers hospitaliers sont valorisés avec 1 florin. La carte coûte 1 florin. Je ne peux pas l'acheter si je n'ai pas d'argent. La maison ne fait pas crédit. Je dois dépenser 1 florin que je place sur la première carte face cachée et je récupère la carte et le florin qui est dessus. L'opération aura un coût nul, mais je ne pourrai l'acheter que si j'ai 1 florin au départ. La rivière est recomplétée à la fin du tour et si l'achat de carte est ma première action, ce trou perdure pour ma seconde action. J'ai tout à fait le droit d'acheter une autre carte avec ma seconde action, pourvu que j'ai l'argent nécessaire. Reprenons l'exemple. J'achète la carte Chevalier Hospitalier. Je la récupère en main, cela laisse un trou. J'achète ensuite la carte Union de Calmar. Je valorise toutes les cartes à gauche. La première face cachée. Et ben non, on ne valorise pas des trous, on n'enterre pas l'argent. On valorise la carte de l'autre rivière dans la même colonne. Dans ce cas, je valorise la carte Vlad l'Empaleur. C'est toujours une bonne idée de donner de l'argent à un empaleur aux dents acérées. Alors je vous vois les petits malins, mais non. Je ne peux pas acheter l'Union de Calmar, valoriser les chevaliers hospitaliers, puis acheter les chevaliers hospitaliers en récupérant ma mise. Je n'ai pas le droit de récupérer l'argent que j'ai valorisé au même tour. L'exemple que j'avais donné était bon. Si je veux acheter ces 2 cartes, il va falloir que je procède en ordre inverse, c'est-à-dire d'abord acheter la carte la plus à gauche, puis la carte la plus à droite. Ni l'argent ni le jeu n'ont de mémoire, rien ne m'empêchera d'acheter la carte que j'ai valorisée à un tour suivant. Voilà, on a toutes les règles assez simples de l'achat d'une carte qui n'est pas une comète, et je résume à nouveau les étapes maintenant qu'on a vu tous les détails. 1. Je vérifie ma limite de carte en main qui est de 2, sauf pouvoir exceptionnel de carte dans mon tableau. 2. Je paye en valorisant chaque carte à gauche de la carte choisie, avec 1 florin, y compris la première carte face cachée, et la carte sur la même colonne dans l'autre rivière s'il y a un emplacement vide sur le chemin. 3. Je récupère ma carte en main, et je récupère tous les florins qui sont dessus, qui ont été valorisés précédemment. Attention, je ne peux pas acheter une carte que j'ai valorisée au même tour. Alors, petit point que je n'ai pas précisé, est-ce que les cartes sont visibles ou non dans les mains des joueurs ? La règle optionnellement dit que oui, les cartes sont visibles, et quand on joue sur Board Game Arena, c'est aussi une option, et dans ce cas-là, on a un bouton qui permet de voir toutes les cartes des joueurs. Moi, je joue avec toutes les cartes visibles parce que c'est pas un jeu de memory, j'ai une très mauvaise mémoire, et c'est plus intéressant d'avoir un jeu à information complète qu'un jeu où on va se cacher des choses, et en particulier des capacités d'action qui peuvent être dévastatrices. On a vu l'achat d'une carte normale de marché, maintenant on va passer à l'achat d'une comète. Je rappelle qu'il y a 2 comètes dans chaque pioche. Donc quand j'achète une comète, c'est différent. Je la défausse tout de suite et j'ouvre une condition de victoire encore inactive. C'est d'ailleurs la seule manière d'ouvrir une condition de victoire. C'est obligatoire, je ne peux pas acheter une comète pour simplement la défausser sans activer de condition de victoire. Comme l'illustre cet exemple, j'achète la carte comète comme n'importe quelle carte normale en payant 3 florins. Puis, je choisis une condition de victoire encore inactive. Par exemple, la victoire de la mondialisation. Je la prends dans mes petits doigts boudinés et je la retourne sur sa face dorée. Ça rime. La comète ne venant pas dans ma main, la limite des 2 cartes en main ne s'applique pas. Je peux l'acheter, même si ma limite de main est atteinte. Il y a 4 conditions de victoire et 4 comètes. Les maths sont justes jusqu'à la 3e décimale. Il n'est pas rare d'acheter une comète pour ouvrir une condition de victoire alors que l'on ne peut pas encore la déclarer. Il y a potentiellement plusieurs raisons qui peuvent pousser à cela. La première, on est le plus avancé vers cette condition et on ne veut pas qu'un autre joueur achète la comète pour ouvrir une autre condition de victoire dont on est plus éloigné pour nous saper l'herbe sous le pied. A l'inverse, deuxième raison, si un joueur s'approche d'une condition de victoire qui n'est pas encore ouverte, je peux acheter la comète pour ouvrir une autre condition de victoire et lui couper l'herbe sous le pied. Cela me permet de gagner du temps
jusqu'à l'apparition d'une autre comète dans la rivière. Dans ce jeu, tout est affaire de tempo et du nombre d'actions qui me séparent de la victoire. À la fin du tour, c'est-à-dire une fois que l'on a effectué ces 2 actions, on fait coulisser les cartes des rivières pour combler les emplacements vides, puis on recomplète avec de nouvelles cartes des pioches respectives. Ainsi, les cartes deviennent moins chères. Bref, ce sont des rivières de cartes comme dans tous les jeux à rivière de cartes. S'il n'y a plus de cartes dans une pioche, on complète avec les cartes de l'autre pioche. On peut donc, vers la fin de partie, se retrouver avec des cartes de l'Est dans la rivière de l'Ouest, et vice-versa. Je fais un aparté sur l'achat de cartes. On le voit tout au long des vidéos, les cartes sont des possibilités d'action. Quand on recomplète la rivière de cartes, on révèle de nouvelles actions pour tous les joueurs, en particulier pour son adversaire, ou ses adversaires. Et on ne sait pas quelles actions on va révéler. Elles sont peut-être en sa faveur, ou en leur faveur. Ces nouvelles actions peuvent être déterminantes pour la victoire d'un adversaire, ou pour la mienne. Mais voilà, pour l'acheter rapidement, il faut beaucoup d'argent, car elle est au bout de la rivière. Et l'argent est une ressource très tendue. Alors, est-ce qu'il y a du hasard? Oui. Est-il contrôlable? Oui, en gérant bien son argent. Si j'ai beaucoup d'argent, je pourrai rapidement acheter la nouvelle carte. Si je fais en sorte que mes adversaires n'en aient pas beaucoup, et on verra comment, ils ne pourront pas l'acheter. En résumé, l'argent étend ses possibilités d'action. C'est comme dans la vie. Au-delà des conflits de territoire et de religion que je vais détailler, il y a de manière sous-jacente une guerre économique entre banquiers pour étendre ses propres possibilités d'action et limiter celles de ses adversaires. Oui, je vous avais prévenu, ce jeu est très riche. S'il est impossible de recompléter les rivières car il n'y a plus de cartes dans aucune pioche, la fin de partie est déclenchée immédiatement. Et on l'a déjà mentionné dans la première vidéo que vous avez regardée de nombreuses fois. Dans ce cas, une 5e condition de victoire rentre en vigueur, la victoire des mécènes. Le gagnant est celui qui a le plus de prestige de mécène, les têtes de David donc, dans son tableau, c'est-à-dire sur ses cartes marché, et ses empires, et ses républiques. On verra comment les ajouter dans son tableau plus tard. En cas d'égalité, c'est le plus riche qui gagne. On joue des banquiers, faut pas l'oublier, on n'est pas là pour faire des claquettes. S'il y a à nouveau égalité d'argent, c'est-à-dire de florins, les banquiers partagent la victoire. Je fais un aparté. Les royaumes sont asymétriques, on va le voir de différentes manières, et certains ont des points de prestige de mécène. C'est le cas de la Hongrie et du Mamelouk. On verra que les têtes de David ont d'autres usages, en fonction des cartes qu'on a posées dans son tableau, mais contrôler ces royaumes alors que les pioches s'épuisent est une bonne idée, voire quelque chose de critique pour cette 5e condition de victoire. Puisqu'on parle de victoire, parlons de la 2e action, qui est déclarer la victoire. Alors pour la faire, il faut prendre son souffle et dire bien haut « Je déclare la victoire !» Eh oui, c'est tout. Bon, il y a quelques prérequis, entre autres celui d'avoir gagné. Pour revendiquer la victoire, il faut avant tout qu'une carte de victoire soit retournée côté actif face dorée. Alors comment est-ce qu'on active une condition de victoire? Attendez, vous plaisantez là, on vient de le voir. On active une condition de victoire en achetant une comète. Achat que j'ai fait moi avant, ou fait par un autre joueur trop confiant. Supposons que j'ai les conditions nécessaires pour revendiquer une condition de victoire active. Je répète, victoire de la Renaissance, j'ai plus de républiques devant moi et j'ai dans mon tableau 2 points de prestige, loi, les symboles de balance, de plus que chacun de mes adversaires. 2e victoire, victoire de la mondialisation, j'ai 2 concessions de plus que mes adversaires sur le plateau principal et j'ai le plus de points de prestige découvertes dans mon tableau, c'est-à-dire le plus de bateaux. 3e victoire, la victoire impériale. Quand on joue à 3 ou 4, j'ai 2 royaumes de plus que les autres, donc face dorée, ou quand on joue à 2, j'ai 3 royaumes de plus que mon partenaire. Victoire religieuse, c'est un peu plus compliqué, je détaillerai, mais globalement j'ai le plus de points de prestige de la religion dominante. La complexité vient du fait de déterminer ce que c'est qu'une religion dominante. Je reviendrai évidemment en détail sur les différents types de victoires, mais sachez ceci, déclarer la victoire coûte une action. Donc, à mon tour, s'il me faut 2 actions pour réunir les conditions de victoire, je n'ai pas encore gagné. Il me faudra attendre le tour suivant pour déclarer la victoire, et en un tour, tout peut se passer. En particulier, mes adversaires pourront invalider mes conditions de victoire, en rattrapant leur retard de symbole prestige par exemple, rattrapant leur retard de royaume, de république, etc. Donc vous voyez que globalement, gagner coûte 2 actions et de l'argent. La première action, il faut acheter une carte comète.
Vu la distribution des cartes qu'on a vues dans la première vidéo, à la mise en place, cela ne peut pas arriver tout au début de la partie. Mais cela peut arriver assez vite. Deuxième action, il faut que je déclare la victoire. Alors évidemment, je peux profiter d'une condition de victoire ouverte par un autre joueur. Et c'est bien pour cela qu'il ne faut pas acheter les comètes trop tôt. Certaines cartes rendent une victoire en particulier plus difficile à atteindre. Elles ont un pouvoir passif, une fois jouées dans un tableau, et stipulent qu'une condition en particulier nécessite 2 actions pour la déclarer. Par exemple, la flotte de la mer Rouge, qui est une carte de l'Est, indique en rouge que déclarer la victoire de la mondialisation prend 2 actions au lieu d'une. La carte Humanisme à l'Ouest indique que déclarer la victoire religieuse coûte 2 actions au lieu d'une. Il existe des cartes similaires pour toutes les conditions de victoire, excepté la victoire de la Renaissance, si je ne m'abuse. À chaque fois, le texte est indiqué en rouge pour que les adversaires le voient bien. Je l'ai déjà dit, tout est affaire de tempo, et la victoire peut se jouer à une action près. Une telle carte peut être déterminante, c'est très handicapant. Cela m'a fait gagner plus d'une fois en contrant la victoire de Jonathan. J'avais joué la carte de la flotte de la mer Rouge, et il courait après la victoire de la mondialisation sans jamais pouvoir réunir un tour complet pour la déclarer, car à chaque tour, j'invalidais ses conditions. Je trouvais le moyen de rajouter une concession, et il perdait son avance de 2 concessions nécessaires pour cette victoire. Il devait dépenser à chaque fois une nouvelle action pour revenir à 2 concessions d'avance, sans pouvoir déclarer la victoire avec son action restante, puisqu'il fallait dépenser 2 actions pour la déclarer. Les cartes des rivières s'épuisant, j'ai finalement gagné avec la victoire des mécènes, grâce à mes têtes de David. Bon, on parle de conditions de victoire, mais pour y arriver, il va falloir jouer des cartes. Et là, on va rentrer dans le dur du sujet. J'ai acheté des cartes et je les ai en main. Je peux utiliser une action pour en jouer une ou 2 actions pour en jouer 2. C'est-à-dire placer une carte dans mon tableau. Je place les cartes de l'Ouest à gauche de mon plateau personnel, les cartes de l'Est à droite, en fonction de leur liseré et de leur dos. Blanc à gauche, noir à droite. Il n'y a pas de coût additionnel, je prends la carte de ma petite main et je la pose délicatement dans mon tableau. C'est tout. Ouais. Est-ce que c'est si simple ? Oui et non. Il est temps de regarder une carte de plus près. Une carte de marché, à part les reines dont on parlera bientôt, a différentes zones. Premièrement, en haut, la localisation de la carte. Cela indique où la carte prend effet, je vais détailler dans quelques secondes. Au centre, en italique, du texte informatif qui n'a aucun effet de jeu. Vous pouvez le lire en attendant vos adversaires. En bas, il y a un cartouche qui contient un type de one-shot, traduit de l'anglais one-shot. Ouais, autant dire que c'est peu satisfaisant, c'est le seul reproche que je peux faire à la localisation française. Je préfère le terme événement, car cela ne se produit qu'une seule fois, au moment où je joue la carte, et cela se rapproche de la terminologie de Wargame Card Driven, de l'anglais Card Driven. Piloté par des cartes ? Non, on va rester sur Card Driven. Il y a optionnellement la représentation d'un ou plusieurs agents, soit des pièces d'échecs dont j'ai déjà parlé, pion, tour, cavalier, ou une pièce dont je n'ai pas encore parlé, les corsaires, des bateaux. Verticalement sur le liseré, une ou plusieurs bulles qui indiquent les actions que je pourrais déclencher une fois que la carte aura été ajoutée dans mon tableau. Je reprends. Quand je joue une carte, en plus de l'ajouter dans mon tableau à droite ou à gauche de mon plateau, j'ai le choix de déclencher le one-shot associé ou non. Si je choisis de ne pas le faire, je ne pourrai pas le faire plus tard. C'est là, maintenant ou jamais. C'est un peu comme l'amour de sa vie. Si je choisis d'appliquer le one-shot, l'événement, il n'y a pas le choix, je dois également placer le ou les agents qui figurent au bas de la carte, et ces agents vont participer en faveur de l'événement. Si je choisis de ne pas appliquer le one-shot, le placement de ces agents est optionnel. On verra quels sont les intérêts de le faire ou pas. Le one-shot, le placement des agents, puis plus tard les actions de la carte ont lieu dans la localisation de la carte. Alors c'est une notion qui est très importante. Il y a 3 types de localisation. Premièrement, spécifique, cela veut dire que cela désigne explicitement le nom d'un des 10 pays, l'événement a lieu dans ce pays. Générique, c'est-à-dire que la localisation désigne soit l'Est avec un grand E, soit l'Ouest avec un grand O. Dans ce cas, le joueur actif qui joue la carte choisit n'importe quel territoire dans la zone. À l'Est, la Hongrie, Byzance, Ottoman ou Mamelouk. À l'Ouest, l'Angleterre, la France, le Saint-Empire romain, le Portugal, Aragon et les États du Pape.
Petite parenthèse, on voit déjà une première asymétrie entre l'Est et l'Ouest. Il y a 4 pays à l'Est et 6 pays à l'Ouest. Attention, choisir le pays de l'Est ou de l'Ouest est vrai pour chaque joueur à chaque tour, dans son tableau comme celui des autres. On verra que ça a une petite importance. Les cartes de reine ne comportent pas de localisation en haut à gauche de la carte ou en haut à droite. Ces cartes représentent des reines à marier et la liste des prétendants est inscrite en bas. On va voir plus tard comment arranger des mariages avec ces prétendants. Supposons que je ne souhaite pas déclencher l'événement. Si la carte comporte un ou plusieurs agents, je peux choisir de les placer ou non dans la localisation de la carte. Quels sont les agents possibles? Premièrement, première catégorie d'agents, la classe dirigeante, on en a déjà parlé. Ce sont les tours et cavaliers, quelle que soit leur couleur. Je peux placer une tour ou un cavalier sur un emplacement vide dans le pays indiqué par la carte, quoi qu'il soit inscrit sur le plateau. Si je joue la carte Haute Zaporog, je peux placer un cavalier rouge dans l'Empire byzantin, sur Kaffa par exemple, même si la ville indique un cavalier doré, donc catholique. Je peux réprimer une tour ou un cavalier existant. C'est une notion très importante, la répression. Je paye un florin à la banque et je place la pièce sur la case de l'Empire autour du plateau, qu'elle soit vide ou non, que le roi soit sur son trône ou non. Je reprends l'exemple précédent. Je joue la carte Haute Zaporog, je veux placer un cavalier réformiste sur Kaffa, mais il y a déjà une pièce sur la ville. Je décide de réprimer cette pièce, je paye un florin à la banque, toi tu dégages, et je peux placer mon canasson rouge. Symboliquement, je mets la pièce en prison. Le concept de répression est fondamental dans ce jeu. Il reviendra souvent, et la règle est toujours la même. On paye un florin, on déplace une pièce existante sur la case Empire. Les pièces réprimées font désormais partie de l'opposition. Les concessions. On l'a vu, les concessions sont les pions d'échecs situés sur les frontières entre deux nations. Les couleurs ne correspondent pas aux religions, mais bien aux couleurs des joueurs. Ce sont les seules pièces qui leur appartiennent. On verra plus en détail le fonctionnement des concessions, mais sachez dès maintenant ceci, les concessions permettent de gagner de l'argent lors de l'organisation de foires commerciales, et elles sont indispensables à la victoire de la mondialisation, puisqu'il en faut 2 de plus que chaque autre joueur. On l'a déjà vu. Comme les pièces dirigeantes, je peux réprimer une concession existante pour placer ma concession en payant un florin à la banque. Allez-y, en prison. Troisième type d'agent, les corsaires. Les corsaires sont placés à une frontière maritime de la localisation de la carte. Donc ils sont placés un petit peu comme les concessions, à la frontière entre deux pays, mais j'insiste, uniquement sur l'eau. Un bateau, ça ne roule pas. Les corsaires sont des sortes de black blocs qui ne supportent pas les marchands. Lorsqu'un corsaire partage la même frontière qu'une concession, la concession est immédiatement supprimée, retour à l'envoyeur. Je dis bien supprimée et pas réprimée. La concession est éliminée. Il en va de même pour les autres corsaires. Si je place un corsaire là où il y a déjà un corsaire, le corsaire préexistant est éliminé. C'est indépendant de leur couleur. Enfin, j'anticipe un peu, mais les corsaires captent l'argent, on peut dire qu'ils volent l'argent, le long des routes commerciales, on verra cela un peu plus tard. Si je reviens sur les concessions, je n'ai pas le droit de placer une concession là où il y a un corsaire. En particulier, je ne peux pas réprimer un corsaire pour placer une concession. Je pourrais juste réprimer une concession. Les corsaires ne sont pas réprimables, ils ne vont jamais en prison. Par exemple, je joue la carte Marine génoise. J'ai bien connu Marine, elle était vraiment charmante. Je peux placer un corsaire en Aragon, à l'est ou à l'ouest, mais pas au nord, car le nord n'est pas une zone maritime. Au nord, il y avait les corons. Je place le corsaire à l'ouest et j'élimine immédiatement la concession qui était installée. Les corsaires sont sans loi, mais pas sans foi. Comme les tours cavaliers et fous, ils n'appartiennent à aucun joueur, mais ils ont une couleur qui correspond à leur religion. Quatrième type d'agent, les inquisiteurs. Un inquisiteur est représenté par un fou emprunté aux échecs. C'est une pièce très spéciale. Un inquisiteur est placé sur n'importe quelle carte de n'importe quel tableau qui partage sa localisation. Un inquisiteur peut également être placé sur un roi sur son trône, c'est-à-dire une carte dorée autour du plateau de jeu. J'aborde maintenant la petite subtilité que j'ai mentionnée plus tôt sur les localisations. Je prends un premier exemple. Je joue la carte antipape. Je peux placer un inquisiteur sur une carte qui partage la même localisation, c'est-à-dire la France.
soit cette carte elle-même, soit la France, que ce soit un royaume, une république, et qu'elle soit dans le tableau d'un joueur ou autour du plateau principal. Soit je peux placer l'inquisiteur sur n'importe quelle carte désignant l'ouest. Et oui, je suis le joueur actif, et je peux décider qu'une carte ouest, où qu'elle soit, désigne pour l'occasion la France, que la carte soit dans mon tableau ou celui d'un adversaire. Deuxième exemple, je joue la carte chrétienté unifiée. Je peux placer un inquisiteur réformiste sur n'importe quelle carte de l'Est. Par exemple, sur la carte Rébellion de Glinski jouée par mon adversaire. Je décide en jouant ma carte chrétienté unifiée que l'Est désigne pour l'occasion la Hongrie. Les cartes de localisation générique Est et Ouest sont très puissantes quand on les joue et les active, parce que ça peut cibler beaucoup de cartes. Mais elles sont très fragiles, car elles sont elles-mêmes des cibles plus faciles d'opérations néfastes. Alors pourquoi néfaste dans ce cas? Parce qu'un inquisiteur muselle une carte. Aucune action de la carte ne pourra être activée, sauf l'action inquisiteur que je détaillerai plus tard. L'inquisiteur muselle également tout pouvoir passif de la carte qu'il occupe. J'illustre par deux exemples. Premier exemple, supposons que Jonathan a 3 cartes en main. Comment c'est possible? Si vous ne savez pas répondre, vous n'avez rien suivi, et je vous demande de partir. Je donne la réponse. Jonathan a devant lui, par exemple, la carte Banque d'Estrosie des États du Pape, qui lui octroie une taille de main illimitée. Je joue la carte Bûcher des Vanités, qui me permet de placer un inquisiteur sur une carte située dans les États du Pape. Au hasard, je choisis la Banque d'Estrosie dans le tableau de Jonathan. Pof, il perd son pouvoir passif et doit immédiatement défausser une carte. Deuxième exemple, j'ai dans mon tableau la carte Flotte de la mer Rouge, que vous connaissez bien maintenant, qui indique que revendiquer la victoire de la mondialisation coûte 2 actions au lieu d'une. Jonathan joue la carte Derviche, qui lui permet de placer un inquisiteur musulman sur une carte de l'Est. Il choisit pour l'occasion le sultanat du Mamelouk et muselle ma carte. Tant que l'inquisiteur sera présent sur cette carte, déclarer la victoire de la mondialisation coûtera à nouveau une seule action. Les inquisiteurs, même de la même religion, sont comme des chiens et des chats, ils ne se supportent pas. Et encore, j'ai vu des animaux s'entendre un peu mieux. Donc, quand je place un inquisiteur sur une carte qui en comporte déjà un, les deux s'entretuent. Les pièces sont éliminées, même s'ils sont de la même religion. C'est le moyen de se débarrasser d'un inquisiteur en plaçant un autre sur la même carte. La carte est immédiatement démuselée. Je reprends l'exemple précédent. Jonathan a muselé ma carte Flotte de la mer Rouge. Je joue la carte Quizilbash, difficile à prononcer, et vise la Flotte de la mer Rouge à mon tour. Je place un inquisiteur musulman dessus. Il y en avait déjà un, les deux s'éliminent. Déclarer la victoire de la mondialisation coûte à nouveau 2 actions. Si je place un inquisiteur sur un royaume ou une république qui comporte des agents réprimés, je peux immédiatement éliminer une et une seule de ces pièces. C'est gratuit, ça fait plaisir. Je te dis pas que c'est pas injuste. Je te dis que ça soulage. Par exemple, je joue la carte Humanisme. Et c'est tout moi ça, Humanisme. Je place un inquisiteur sur la France, le royaume de France. Que la France soit dans le plateau d'un joueur, y compris le mien, ou autour du plateau de jeu, je peux tuer un agent réprimé en France. Dans cet exemple, je décide de tuer une tour réprimée. Au passage, je constate que la carte Humanisme a 2 pouvoirs passifs. Le premier, on l'a vu, déclarer la victoire religieuse coûte 2 actions au lieu d'une. Le deuxième pouvoir, c'est les cartes ne peuvent être muselées par des évêques. Alors oui, je parle d'inquisiteur, mais évêque, inquisiteur, c'est la même chose, ce sont tous des fous. Enfin, on verra plus tard que les inquisiteurs ont un rôle important pour déterminer la religion dominante. Les inquisiteurs, ou évêques donc, ont des règles un peu plus denses que je résume. On place un inquisiteur sur une carte qui partage la même localisation que la carte. Un inquisiteur muselle une carte. Il empêche de déclencher ses actions et annule tous ses pouvoirs passifs. 2 inquisiteurs ne peuvent pas coexister sur une carte. Ils s'éliminent mutuellement. Un inquisiteur placé sur une carte Empire permet optionnellement d'éliminer un et un seul agent réprimé de cet empire. Enfin, un inquisiteur intervient dans la détermination de la religion dominante. On vient de voir le placement optionnel des agents quand je jouais une carte et que je choisissais de ne pas déclencher son one-shot. J'ai décrit au passage les différents agents que je pouvais placer, où et comment les placer. Alors supposons maintenant que je veuille déclencher le one-shot. Je vais passer plus d'une vidéo à décrire les différents événements possibles
et quand ils sont applicables. Je fais un spoiler, c'est le moyen principal de récupérer des royaumes et de transformer des royaumes en républiques. Il existe différents types de one-shot. Les couronnements, les conflits qui sont de deux types. 1. Les guerres civiles, c'est-à-dire les conspirations et les révoltes paysannes. 2. Les guerres religieuses, les croisades, les djihad et les réformations. Les apostasies. D'après le Larousse, l'apostasie est, je cite, « l'abandon volontaire et public d'une religion, en particulier de la foi chrétienne ». Tout ça, ouais. Le sens me semble un peu différent dans ce jeu, on va développer plus tard. Enfin, les changements de route commerciale. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'on voit déjà qu'on a passé la seconde alors que je n'ai couvert que 2 actions vraiment très simples. L'achat de cartes et la déclaration de la victoire. J'ai introduit la notion de jouer une carte, mais tout reste à voir. J'ai zoomé sur les différentes sections d'une carte et détaillé le concept de localisation. On a vu que lorsque je joue une carte, j'ai le choix de déclencher ou non l'événement associé, le one-shot donc, et de placer ou non ses agents, avec possibilité de réprimer des pièces existantes. J'ai détaillé les différents types d'agents et j'ai commencé à détailler leur rôle. La prochaine vidéo sera consacrée au one-shot. Je termine par le quiz de cette vidéo. Que se passe-t-il quand j'achète une carte et que je dois valoriser une colonne dans laquelle il n'y a plus aucune carte?